Bonjour et bienvenue dans le podcast de Journal d'Endurance. Dans ce 4e épisode, j'ai la grande chance d'interviewer Jacques Bégaud, vétérinaire équin, cavalier pionnier de l'endurance, puisqu'il est l'un des premiers cavaliers à pratiquer l'endurance en France, entraîneur des chevaux d'endurance pour le Cheikh Mohammed pendant près de 20 ans, et enfin éleveur de champions. À travers cet épisode, nous abordons les débuts de l'endurance en France, ainsi que les problématiques qui ont pu s'y ajouter et l'évolution de la discipline depuis 1976. J'en profite pour questionner Jacques sur sa grande expérience autour des chevaux d'endurance. Vous remarquerez que le son du début de l'enregistrement n'est pas optimal, mais j'espère que ça ne nous empêchera pas de profiter de ce riche épisode. Allez, je vous laisse avec Jacques Bégaud. Bonjour Jacques, merci de me donner un peu de temps ici à Vessac. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour commencer ? Je m'appelle Jacques Bégaud, j'ai 73 ans. J'ai exercé comme docteur vétérinaire pendant une 30aine d'années. Puis à 50 ans, j'ai décidé de changer de vie et je suis devenu manager en France des écuries d'endurance de Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Voilà, où j'ai employé environ une 14 entraîneurs. Qu'est-ce qui vous a fait vous dire « Ok, je veux plus être vétérinaire et je veux devenir entraîneur de chevaux d'endurance » ? Il y a peut-être un peu l'état des choses. Mon associé prenait sa retraite, il avait 10 ans de plus que moi. On avait vraiment fait 20 années parfaite entente. Je me voyais mal redémarrer avec quelqu'un d'autre. Puis la vétérinaire rurale, ça use quand même. À 50 ans, on en a quand même un peu fait le tour des striptease nocturnes et du reste. J'avais une petite début de relationnel avec le Cheikh Mohammed, mais j'étais pas du tout sûr de mon affaire. Mais bon, j'ai décidé de revenir un peu à mes premières amours, c'est-à-dire à la course de Montcuq, puisque j'ai acheté une propriété dans les environs de Montcuq avec mon épouse. On s'est dit de toute façon, moi je ferai des remplats, elle trouvera un travail, et puis mais ça a marché, quoi. Tout de suite ça a pris de l'ampleur. J'ai eu la confiance du Cheikh pour acheter des chevaux et puis les entraîner. On est quand même monté jusqu'à 120 chevaux pratiquement. Vous aviez 120 chevaux à entraîner ? Voilà, j'avais décidé, au lieu de les avoir in situ moi-même, de les dispatcher dans des petites unités, des petits spots de 8-9 chevaux, quelques-uns un peu plus garnis parce que déjà structurés, comme chez Philippe Thomas par exemple, qui avait déjà des employés, et parce que c'était beaucoup plus souple dans ma façon de fonctionner. J'avais toujours des chevaux à peu près prêts, parce que comme je travaillais au bout du téléphone portable, il fallait tout de suite que je sois disponible avec des chevaux. Et quand vous avez plusieurs entraîneurs comme ça, c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus facile. Et puis en plus, j'avais franchisé mon affaire. J'avais vu ça dans ma clientèle. Il y avait une petite laiterie de Carrefour, quoi, hein, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de moyens de transport, qui avait été absorbé par les gros groupes laitiers. Et le gars avait fait ça avec des camions magasins sur les marchés, donc il avait mis des gérants avec obligation d'acheter le fromage chez lui. Donc j'ai fait un peu ça, c'est-à-dire bien sûr ils étaient obligés d'entraîner les chevaux et finalement j'avais pas d'employés. On avait des pensions qui étaient quand même bien costauds, bien structurées, donc je prenais juste une petite dîme dessus pour faire la gestion sportive et financière, je veux dire comptable, et puis les gars fonctionnaient, voitures fournies, des primes un peu sur les courses, je pense que ça allait bien, quoi. Plus concrètement, comment vous interveniez du coup auprès de ces entraîneurs à qui vous déléguiez l'entraînement des chevaux, c'est ça ? D'abord, ça démarrait un peu au niveau de la distribution, parce que j'avais des chevaux qui arrivaient d'Angleterre ou que j'ai achetés en France. Vous choisissiez les chevaux du coup ? Oui. Okay. Déjà en France, quand on prenait des grosses unités, c'est-à-dire qu'on payait des chevaux chers, par exemple, je pense à Dynamique, des chevaux comme ça, Georgia bien sûr, j'étais le premier à les laisser chez les gens qui les avaient entraînés précédemment. Et ça, c'est vraiment du bon sens qui malheureusement c'est pas répété par la suite, et j'ai eu vraiment une très très grosse réussite avec ça. Je pense notamment à Dynamique, qui était vraiment très très bien. Tous ces chevaux sont très bien connus de leurs entraîneurs, puisqu'ils ont réussi avec. Même des gens qui n'étaient pas spécialement dans le métier précédemment, comme Franck Laousse, Michel Sarayon, enfin plusieurs comme ça, se sont très très bien adaptés et m'ont fait du très très bon travail. En gros, le Cheikh Mohammed vous donnait comme objectif
d'entraîner un certain nombre de chevaux et de les rendre prêts sur certaines échéances. Voilà, alors dans un premier temps, c'était pour de la satisfaction familiale et amicale. Il courait avec ses fils et puis ses gens proches. Et puis après, quand même, on est parti sur les championnats. Hein, et puis on a quand même fait des médailles régulièrement, notamment avec l'équipe. Nelson, Orla, tous ces chevaux-là ont été médaillés. Et Jiminy en Irlande, enfin bon, je me rappelle pas de tous. Mais après, disons que la mission finale, c'était sur le quota de chevaux de sélectionner 10-12 chevaux pour envoyer dans les écuries à Dubaï, quoi. Okay. Enfin, les 10-12 meilleurs à peu près chaque année. Et puis finalement, notre rôle s'est éteint parce que on a été débordés, quoi. Finalement, on coûtait de l'argent et on était finalement assez peu productifs. Quand le nombre d'écuries à Dubaï se sont multipliés, on avait du mal, nous, à résister. C'est l'une des raisons pour lesquelles peut-être le Cheikh Mohamed sollicite moins les entraîneurs français, du coup ? Oui, voilà, il a recentré sur ses écuries de Dubaï, et puis en Europe, essentiellement chez Juma Punti, qui peut aussi, il a peut-être resté à une petite équipe en Italie, mais pas grand-chose. Et puis on avait fait 16 ans et demi, je crois qu'on était arrivé à la fin de l'aventure. Oui. Est-ce que vous vous rappelez particulièrement une course où justement la réussite avait été là ? Si je me rappelais d'une course, ce serait la première édition qui avait été organisée à La Baule. C'était Pierre Casse qui voulait qu'on rencontre les sports classiques et il avait choisi de mettre en parallèle au CSI 5 étoiles de La Baule, une 160 km que j'avais construite avec René Pasquier et un camarade Christophe Fagot qui a une ferme équestre dans la presqu'île. Et ça avait été un succès formidable, arrivé sur la plage, un 8 mai à La Baule, 8000 spectateurs, wow. Juste à l'heure où les concours de saut d'obstacle de l'après-midi s'étaient terminés, donc tout le monde était là au casino Barrière, là, à prendre le champagne. On est arrivé, je voyais même pas mes suiveurs, quoi. Et c'était fantastique. En plus, j'avais un des 3 chevaux. Jiminy gagne avec Rachid. Orla est 3e derrière Gourbi avec Émilie Lambert. Et je suis 7e avec Grand Sultan, meilleures conditions. Okay. J'avais même fait marronner Caz en disant, tu vois, l'équipe de Saint-Paul-de-Loubressac est meilleure que l'équipe de France. Remise des prix le lendemain sur le grand parquet du stade François-André. Ah oui, ça rigole pas. En grande tenue. Caz m'avait dit, tu vas me faire un super tour d'honneur. J'imagine. Vous êtes l'un des pionniers, on va dire, de l'endurance. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'endurance il y a 20 ans peut-être ? Alors l'endurance sportive, elle a été revisitée par Wendell Robbie aux États-Unis. We will go by horse from Squaw Valley to Auburn, California, 24 hours, 100 miles. Okay. On a gardé ce format. Oui. 100 miles, 160 km. 3 ou 4 cavaliers français, Jean-François Ballereau, Pierre Passemard, Denis Lotartre et Francis Arnaud sont allés la courir et l'ont ramené dans leur valise. D'où les 160 km de Florac, qui ont été tout de suite épousés par le directeur du parc. C'est très très bien résumé dans le livre d'Yves Richardier qui est sorti, l'endurance équestre. Donc, et puis Pierre Passemard lui a fait un format un peu différent avec les 2 fois 100 km de Montcuq. C'est donc le départ de l'endurance sportive en France, 1976. Les haras nationaux, qui à l'époque n'avaient pas vocation que de vendre de la semence, avaient des gens qui étaient des économistes ruraux, donc qui animaient leur circonscription. Luc de Montal à Rodez fait les 100 km de Rodez. Bidot à Uzès encourage l'endurance en disant je veux une équitation sportive populaire. Donc c'est parti aussi avec les haras nationaux, qui pourtant, à l'époque, nous fournissaient pas tous les chevaux puisqu'on utilisait des origines inconnues. Mais c'était notre principal sponsor et ils nous ont bien aidés dans le lancement de l'endurance. Donc, 4 courses au début, une course en Provence, au début Man et puis après Allan, à côté de Montélimar, dans la Drôme. Une deuxième course au mois de juin, Cherveux, dans les plaines de Niort, là. 3e course, Florac, début septembre. 4e course, Montcuq à la Toussaint. Et vous avez fait le tour. Il n'y avait pas d'autres courses du tout en Non, France. La première autre course qui s'est greffée, ça a été Rambouillet-Fontainebleau, 1985. Ah oui. Puis après, une autre en Suisse normande, Thury-Harcourt, en même temps que Velgoat en Bretagne. Ribier, à nouveau en Provence. Voilà, et c'est parti comme ça, petit à petit. D'accord. Et j'imagine qu'entre aujourd'hui
Enfin, par exemple, la course de Vesac et la course de 1979, il y a eu plein de choses qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Déjà l'encadrement politique, Ok, puisqu'on était un patronage, le Comité national des raids équestres d'endurance. d'accord. On était 2400 licenciés, je crois, à peu près, avec une assemblée générale tous les ans. Donc on fonctionnait de façon quand même parfaitement démocratique, avec chaque licence avait une voix. On était regroupés dans des creux régionaux. Moi, j'ai été président de celui du Pays de la Loire. Et à l'Assemblée générale, on revotait le règlement, on revotait nos modifications, on essayait d'améliorer nos contrôles, le format, il fallait le trouver. Hein. Au début, la fréquence cardiaque des éliminatoires était bien plus haute, 72 quand j'ai débuté comme vétérinaire à Florac en 83. Donc on a le format, les longueurs des étapes, le nombre des étapes et les obligations d'organisateur. Mais on était autonome, c'est-à-dire c'était très simpliste. Hein. Il n'y avait pas d'engagement, on courait, on ne savait pas contre qui, on arrivait. Bien souvent, il fallait quand même un maréchal ferrant parce qu'il y en a qui arrivaient et qui n'étaient même pas ferrés. Donc c'était vraiment, je dirais, beaucoup plus aéré quoi, hein, que maintenant. Maintenant, il y a beaucoup plus de coercition. On est passé à la fédération, c'est Pierre Cazes qui nous y a poussé finalement. Je pense qu'il a eu raison parce que Pierre Cazes rêvait d'une équipe nationale fédérée, quoi. Hein. On a été courtisé un moment aussi par le tourisme équestre. Le trek n'existait pas. Hein. Donc on avait des assemblées générales tripartites avec la DNSE, la Direction nationale des sports équestres, la DNEP, les poneys et le tourisme équestre. Et finalement, on a été coopté par la Fédération française pendant 2 ans, et puis après, on a été absorbé à l'intérieur. Donc maintenant, beaucoup plus de rigueur dans les engagements, communication des résultats, une lecture, je dirais, beaucoup plus précise. À cette époque-là, on s'en remettait à la bonne volonté de Jacques Robin, qui tapait sur l'ordinateur jusqu'à 2 heures du matin, quoi. Et du coup, c'est la FFE qui a créé un règlement pour l'endurance. Qu'est-ce qui a évolué et pourquoi ça a évolué Dans le premier temps, la FFE n'a pas créé de règlement. Hein. Elle a accepté le règlement qu'on avait mis en place, hein, le format qu'on avait mis en place. Et puis après, c'est la gestion sportive, administrative, réglementaire, morale. Vous voyez bien comment ça se passe, sportive. La FEI a lancé aussi des obligations à la Fédération nationale qui les adoptent. C'est du copier-coller en gros quoi, entre les fédérations. Bon, maintenant, il y a un parcours qui est un peu compliqué, hein, c'est sûr. Hein, combien de gens se plaignent pas, il me manque une 40, j'ai pas pu engager ici et ça, vous voyez bien. Les warnings, une étape à plus de 20 à l'heure, vraiment éliminée. Enfin, je vais vous dire une chose, mon épouse est bien plus au fait que moi du règlement. ça me fatigue presque. Oui. Superposer en plus le règlement et sa chef. Donc tous les dimanches, il faut réfléchir à ce qu'on va faire. Oui, c'est un certain nombre de connaissances qu'on a. Voilà, c'était pas du tout comme ça au début. C'était beaucoup plus tranquille, quoi. Oui, c'était beaucoup plus tranquille. Puis je veux dire, il y avait pas de. D'abord, dans un premier temps, on pouvait finir ex aequo. Ok. Voilà, donc je me rappelle en 85 à Montcuq, il y a trois filles qui ont gagné. Françoise Rimbaud, Magali Chambaud et Odile Dalle, elles ont passé la ligne la main dans la main. Moi, j'ai gagné ma première course 160 km, c'était ma 3e course. Non. J'avais fait une 60, une 90, je gagne Royan-Cherveux 160 km en ligne. Waouh. Mais comment physiquement vous étiez capable de faire 160 km alors que vous aviez fait j'avais fait beaucoup de voyages à cheval, j'avais fait beaucoup de rando, donc j'étais quand même un peu rompu, puis j'étais très sportif à cette époque-là. Ouais. Oui, donc vous voyez, ça allait très très vite. Sans doute trop vite. L'âge des chevaux, quelque part dans les origines inconnues, j'ai connu des chevaux qui ont couru mon cul qu'à 4 ans. Hein. Oh, wow. Ah oui, non, mais il y a un cheval, il s'appelait Papou de la Plaine, je crois. Il a changé d'âge tous les ans. Il a vieilli, puis il est resté là, quoi. Ces premières courses d'endurance sont organisées. Comment c'est reçu par les cavaliers français? Comment ça s'organise? Alors, les cavaliers français qui ont été preneurs, dans un premier temps, ça a été essentiellement le tourisme équestre. Parce que d'abord, ils avaient une lecture de l'équitation d'extérieur. Et puis, c'était pour eux un peu un achèvement, quoi, hein, de la rando, quoi. On randonnait un petit peu plus vite, un petit peu plus longtemps, puis on allait se frotter un petit peu sur les courses. Mais enfin, les velléités de performance étaient bien adoucies. Moi, j'allais courir à Florac, je savais que c'était Denis Pes qui allait gagner, que j'allais me bastonner 50 km encore à pied à côté de mon cheval. Le soir, j'étais éreinté, mais très très heureux de ma petite performance sportive. Et puis, Denis aussi était très heureux parce qu'il avait encore gagné.
Et du coup, alors comment est-ce qu'on est passé de l'endurance de 1985 à l'endurance d'aujourd'hui? D'abord, avec l'essor économique, l'apport de l'argent qui a été déterminant, parce que, bien évidemment, quand vous voyez que votre camarade a vendu un cheval cher parce qu'il a gagné une course, si vous êtes demandeur, vous allez essayer de faire pareil. Donc, plus d'ex-aequo non plus. Et oui. Vous voyez bien les sprints, donc tout ça, plus d'ex-aequo, l'argent avec un essor économique, et puis bon, ces fédérations, qui sont des fédérations sportives, c'est elles qui donnent la dynamique aussi. Donc des représentations nationales, les gens veulent dans l'équipe de France, les gens veulent réaliser leur cheval financièrement, et puis aussi plus de jeunes, déjà beaucoup plus axés sur la compétition que des papés du tourisme équestre, vous avez compris. Donc il y a eu toute cette dynamique qui a fait que maintenant c'est une discipline qui est devenue entre guillemets un petit peu plus agressive, quoi. Quand on s'était eu au téléphone, quand je vous ai contacté la première fois, vous m'aviez parlé d'un moment où l'endurance avait été menacée de disparaître en fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Oui, mais bon, moi je fais partie de la génération de vétérinaires qui avait récolté un peu le bébé avec l'eau du bain et un peu cyanosé le bébé. Puisque c'est la fin des années 70 à Florac, il y avait une édition avec quand même pas mal de chevaux qui avaient laissé leur vie dans l'affaire, donc on a été étroitement surveillés, et c'est là que sont arrivés Philippe Bernardo, Pierre Cage, Georges Vandal. Enfin c'est cette génération-là qui a été... D'ailleurs, je crois que de cette équipe de France de 83 à Florac, on n'est plus que 2 en vie avec François Toureille. Tous les autres sont décédés. Et à partir de ce moment-là, on a serré les boulons. De 72, on est descendu à 68, puis 64, l'inversion, les fréquences respiratoires supérieures à la fréquence cardiaque, des contrôles beaucoup plus serrés, les réexamens qui n'existaient pas. Avant, on prenait le cœur au passage de la ligne d'arrivée et une demi-heure après. Je vous jure, un jour, je suis tombé sur la carte de Kid, mon confrère Jean-Luc Chambos qui avait gagné Florac. Il arrivait à 107 et il repartait à 77. Vous voyez que maintenant, il ne serait pas dans les clous. Pareil, un cheval comme qui a gagné Moncuq, qui a été champion d'Europe, Domino, le cheval belge. C'est pareil, il arrivait à Moncuq à 98, il récupérait à 57, 58, mais au bout d'une 30 minutes. Donc vous voyez bien que il y a eu, après ça s'est resserré. Les Vetguet en plus qui sont arrivés ont donné une dynamique. Au lieu que ce soit un contrôle obligatoire avec arrêt temps obligatoire, là il a donné ça, la course continue. Finalement, vous voyez bien l'énergie que mettent tous les gens à essayer de faire récupérer les chevaux le plus vite possible. Donc toutes ces améliorations-là ont fait que c'est devenu un sport beaucoup plus vivace. À votre avis, l'endurance d'avant était plus facile que l'endurance de maintenant? C'est une passion, l'endurance. Oui. Vous avez, je suis quand même un des rares à avoir justement vécu toutes ces époques et avoir encore des chevaux au niveau maintenant. Je dirais que maintenant, moi j'ai pas tellement changé, que je suis resté avec un tout petit effectif. J'ai toujours eu très peu de chevaux chez moi. 5 à 6 chevaux. Je pense quand même que le nombre de 3 étoiles qu'on a fait à la maison, c'est considérable. J'ai eu des chevaux comme Orla, Grand Sultan, que j'ai arrêté à la fin de leur 17e année. Wow. Et qu'avait fait Grand Sultan, il avait fait Uzès à 6 ans, à 19 à l'heure. Avec Georgia, Gourbi, Guerrouan de Luxe, Alcoum, vous voyez le lot qu'il y avait. Et maintenant, ça me fait un peu rire que la vitesse soit de 16, mais enfin bon, c'est fait sans doute pour préserver les jeunes chevaux. Enfin, à 6 ans et demi au mois d'octobre, un cheval, peut-on dire qu'il est encore vraiment jeune, quoi. Si vous dites ça à un entraîneur de chevaux de course, il va vous rire au nez. C'était beaucoup plus amical dans un sens. On se serrait les coudes, un qui avait déféré, l'autre ferrait. Moi qui étais célibataire à l'époque, des fois j'avais pas de suiveur. C'est la femme à Alain Porras qui faisait mon suivi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire, Alain? Ça, tiens, on va faire ça ensemble. Vous arriviez sur une course sans assise. Voilà, il y en avait qui arrivaient, je vous l'ai dit, déférés, pas ferrés. Oh là. Et voilà, donc c'était... Il n'y avait pas la même pression, il n'y avait pas les gens... Puis on était un tout petit nombre, puisque 4 courses.
Vous voyez bien. Une année d'ailleurs, le championnat de France était sur les 3 meilleures performances. J'étais champion de France et vice-champion de France avec Linus et Malines. C'est-à-dire que j'avais couru 3 courses avec chacun de ces 2 chevaux-là et j'en avais gagné une avec Linus à Turé-Harcourt, 5e à Montélimar, 4e à Florac, Malines, 2e à Cherveuse, 5e à Belgoat, 2e à Montcuq. Wow. Voilà, et j'étais champion de France et vice-champion de France. Vous voyez, non, on avait des petits effectifs. Denis Pest, il avait craint Police et Melfénic. Avec ça, il faisait toute la saison. Ouais, vous voyez bien. Vous avez fait quelques championnats du monde, je crois. Oui. Vous pouvez nous en parler? Oui, j'ai un championnat du monde. Bah, finalement, j'en ai fait qu'un. C'est celui de Barcelone en 92, puisque Morlaix, c'était l'Europe, Montélimar aussi. Et l'Autriche en 85, c'était un championnat d'Europe aussi. Et, mes chevaux, les championnats du monde, par contre, Anir a fait celui de Pise. Tam Tam était à Trillon, malheureusement. Vous avez vu ce qu'il en est devenu. Il avait fait Samorin, championnat du monde, hein, à Tam Tam. Et Bruxelles, championnat d'Europe. Hein. Voilà les chevaux. Moi, j'étais en équipe de France 4 fois. Oui. Et vous avez gagné, je crois, en équipe. Oui, à Barcelone, on était champion du monde avec Bénédicte Adjé, Daniel Bernard et Alain Porras. Voilà. Les moyennes étaient les mêmes qu'aujourd'hui? Les pistes n'étaient pas vraiment bonnes. Hein. Ah oui? La Drôme provençale, c'était vraiment caillouteux. D'ailleurs, la pathologie des chevaux a complètement évolué. À cette époque-là, on avait beaucoup de pathologies podales, hein, d'ostéite, d'arthropathie de boulet. On travaillait dans des lits de cailloux. Hein. C'est pas pour rien. Des chevaux des luxe, par exemple, les Ardéchois, qui étaient très très solides dans ce genre de piste. Maintenant, avec l'arrivée, encore Pierre Caz, Nicolas Wallem, de Compiègne, de ces pistes-là, de Rambouillet, on a eu des bien meilleurs sols, donc la vitesse a bien évidemment augmenté. Non, à cette époque-là, c'était beaucoup plus difficile. Hein. Les premiers Florac n'a rien à voir avec ce que c'était maintenant. Hein, c'est que c'est plus maintenant. roulant? Oh, mais beaucoup moins difficile. D'accord. Quand vous êtes à Montmirail, vous n'êtes pas à la Croix de Maître Vidal. Hein. La Croix de Maître Vidal, c'était vraiment la liaison Mont-Lozère-Montégoal, quoi. Hein. La Croix de Maître Vidal, elle est à 1240. Hein. L'Égoal à 1565. Le Tarn est à 450-500 mètres, donc vous voyez la promenade qu'il y avait, quoi. Est-ce que maintenant vous montez Montmirail puis vous redescendez, quoi. Qu'est-ce que votre métier de vétérinaire vous a apporté dans l'entraînement des chevaux? Ouais, finalement, je dirais pas grand-chose. Ah bon? Ah bon. D'abord, il faut dire que c'est vraiment une discipline qui a séduit les vétérinaires. Hein. La première championne du monde était vétérinaire, Cassandra Schuller. La troisième aussi, Jane Waldron. Hein. Et puis en France, il y a eu plein de vétérinaires qui ont réussi. Le premier, Jean-Luc Chambost. Après, vous voyez bien, il y en a encore aujourd'hui. Les Simon, Payen. Enfin bon, je ne vais pas tous les citer parce que je vais en oublier, bien évidemment. Et ils ne seront pas contents. Donc c'est une discipline qui a vraiment séduit les vétérinaires. Et on s'efface, finalement, devant le talent du cheval, quoi. Bon, bien évidemment, vous avez un abord un peu plus clinique de l'affaire. Moi, je suis d'abord un clinicien, c'est-à-dire un observateur. Hein. Mes chevaux, tous les jours, je mets les mains sur les membres, je les fais trotter, je joue avec eux avec le quad pour voir un peu comment ils s'arrêtent, comment ils se déplacent. Je vais les voir dans la journée pour voir s'ils ont vraiment les 2 pieds au même niveau, s'il y en a un qui pointe ou si c'est toujours le même. Je vais voir si j'ai un pied chaud. Donc, je fais beaucoup de cliniques. Mais par exemple, aucune analyse. Et j'ai peut-être un peu honte, aucun ostéopathe n'est rentré dans mes écuries depuis 40 ans. D'accord. Aussi une fois, parce que c'était quelqu'un, c'était pas un cheval à moi. Mais vous voyez, alors attendez, je ne veux pas du tout dire que je critique l'ostéopathie. Hein. Mais je me fie beaucoup donc au repos, au délai, comme ça, à l'observation. Je travaille beaucoup comme ça, quoi. Mais je travaille pas, par exemple, avec des analyses biochimiques. J'utilise même pas de cardio embarqué, des choses comme ça. Non. Alors, qu'est-ce qui vous permet de savoir si un cheval est prêt ou pas? La clinique. La clinique. Son comportement, hein, d'abord, et puis des petites astuces, la sudation. Un cheval en forme su-noir et pas blanc. Un cheval en forme su-noir? Oui, voilà, il teinte juste sa robe. Alors que vous prenez un cheval sorti du pré, il va vous sortir de la mousse arrosée au bord du tapis, au bord du collier de chasse, et ainsi de suite. Et même entre
entre les fessiers aussi. Donc tout ça c'est de l'observation quoi, hein, et les fréquences respiratoires en haut d'une bosse, voir comment il récupère. Je le regarde, hop, je regarde 2 minutes après, voir si c'est redescendu, des choses comme ça. L'appétit, la vivacité, comme disait un vieux vétérinaire, mais arrêtez de compter son cœur, regardez son œil plutôt. Et des choses comme ça. Non, je ne suis pas un fada de l'embrigadement chiffré ou statistique, vous voyez. Par exemple, là, je vais préparer Anir pour courir à Montpazier. J'espère qu'il va tirer profit de sa course de Castelsagran. Normalement, c'est comme ça que ça se prépare. Avant, je faisais beaucoup ça, hein, en rebondissant sur des 60, des petites courses comme ça. Maintenant, vous voyez bien, les cracks ou les chevaux, ils sortent peu. Hein. Ils sortent juste pour les grosses échéances, hein, maintenant. Non, je faisais beaucoup comme ça et j'ai continué. Je fais pas un fada de la piste non plus. Alors là, vraiment pas. Vous n'avez jamais galopé les chevaux? Alors, très rarement. Oui. Par exemple, là, pour Castel, on a été une fois avec Ferroé et Anir. On n'a même pas fait 1 heure. Ok. Oh non, j'en avais marre. Enfin, j'étais pas à cheval. Au bout de 50 minutes, on a arrêté, je crois. Puis, non, je suis pas un fada de l'intervalle comme ça. C'est sûr que ça donne des résultats, hein, ça c'est certain. Hein. Mais je pense quand même que moi, mes chevaux sont dans des grands parcs, 3 hectares à peu près, par 2. Je prends le risque tout le temps qu'il y ait des associations. Il y a 2 chevaux dans 3 hectares. Voilà, c'est ça. Okay, des parfait. grands parcs et en couple. À condition qu'ils se supportent, hein, bien évidemment. Mais bon, il y a toujours un risque quand même, hein, c'est sûr. Hein. Oui. Et par exemple, j'ai jamais de myosite. Je ne suis pas un type qui échauffe, par exemple, énormément. Hein. Vous voyez, j'ai 73 ans, je suis pressé. Hein. Je monte à cheval, 3 minutes après, je suis déjà au trot, voire canter. Hein. D'accord. Mais depuis le temps que j'implore mon épouse de me mettre un GPS pour savoir exactement ce qu'ils font comme kilomètres dans la journée, je le sais à peu près, je vous dirais au pif, entre 10 et 15 par 24 heures. Dans le pré, vous voulez dire? Dans le paddock de 3 oui. hectares. D'accord. Et puis c'est comme ça chez moi, hein, c'est Ok. escarpé. Hein. Ok. Donc les abreuvoirs sont en bas, ils sont nourris sur des plateaux, ils jouent. Donc j'ai pas de marcheur, j'ai pas de tapis roulant, j'ai pas de trucs comme ça. Donc faut que ça marche parce que je suis quand même tout seul. Bon, je suis aidé par des gens qui travaillent aussi. Hein, Sarah, Émilie, elles ont leur boulot. Avant, quand j'étais plus structuré, j'ai employé Grégoire et Nora, j'ai employé Laetitia Goncalves qui a monté pour moi au niveau. Donc avant, j'étais un peu plus structuré. Maintenant, j'avoue que je dois décliner, quoi, gentiment. Quoi. Vous avez peut-être aussi moins l'énergie d'entraîner autant de chevaux. J'en ai plus que 4 déjà. Hein. Ok. J'en ai plus que 4 à la maison. Si, j'ai toujours un peu comme on dit, la passion, hein, mais oui, petit à petit, je crois qu'on considère que Pierre Caz me disait toujours, le cheval est un athlète naturel, ça m'allait bien. Et moi je disais toujours dans mes petits trucs, tu sais, hein, l'entraînement c'est comme le congélateur. Hein. Si tu lui mets un lapin, il va pas te sortir un lièvre. Ça c'est sûr. D'après vous, du coup, quelles seraient les qualités essentielles d'un cheval d'endurance? D'abord la solidité. Ok, dans Parce quel que sens la solidité? Vous pouvez avoir un cheval avec un super cardiaque, mais le cœur fera peut-être votre place, mais les membres vous interdisent de partir ou vous arrêtent en route. Ok. Donc la solidité. À quoi vous voyez ça sur un cheval? La solidité, c'est qu'un cheval traverse les entraînements sans marquer dans ses jambes, c'est-à-dire sans édème périphérique, sans molette, sans tarmol, sans raideur, sans problème dorso-lombaire d'engagement, enfin bon, toutes ces choses-là, sans attitude, toujours dans la vision clinique, des attitudes antalgiques, telles celles de mettre toujours le même antérieur loin devant lui, le fameux cheval qui montrait le chemin de Saint-Jacques, pas de Compostelle, hein. C'était parce que l'abattoir des chevaux à Paris était au pied de la tour Saint-Jacques. Oui. Voilà. Mais donc la clinique et tout ça. Donc premièrement la solidité, c'est comme dans les courses. Hein. Si vous avez un cheval qui n'est pas solide, vous ne pouvez pas le bosser. Hein. Comme disait un entraîneur de trotteur l'autre jour, à la vitesse qu'on marche à Massène, c'est pas en les brossant qu'on va y arriver. Hein.
Donc c'est un peu ça maintenant, d'ailleurs l'intervalle training, vous voyez bien sur piste et tout, parce que ça convient, et comme avait résumé d'ailleurs Pierre Caz aussi, qui je fais souvent référence, parce que c'est mon collègue de promotion, et maintenant c'est 5 intervalles training et un sprint. Hein. Un championnat, c'est ça, c'est 5 courses au train, et puis 5 intervalles au train, puis un gros sprint, quoi. Donc voilà, donc la solidité. Après, bien sûr, les qualités cardiaques, parce que autrement, au lieu de faire 160 km, vous allez en faire 170. Hein, parce que vous allez partir 2-3 minutes derrière. C'est un petit peu pour ça, d'ailleurs, qu'on a été pénalisé à Castel pour finir, parce que le cheval, il a été obligé de reprendre 1 minute 30 qu'il avait perdu au dernier VET. Donc c'est énorme, hein, quand vous revenez comme ça sur des chevaux de classe, c'est énorme. Hein. Donc bien sûr, les capacités cardio-respiratoires, ça qui se voit très 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 vite. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on n'a pas beaucoup de pouvoir après. Un cheval qui a un cœur vraiment mauvais, vous aurez vraiment du mal à l'améliorer. Hein. D'accord. Et puis, après, ça se fabrique, hein, parce que les secteurs se différencient de façon quantitative complètement différente. Vous allez très vite améliorer le cardio-respiratoire. Mais la solidité des tissus durs vous demandera peut-être 2 ans. Vous comprenez? McLeod nous disait ça, 3 mois le cardio-respiratoire, 6 mois le musculaire, 1 an les tissus mous, tendons, capsules, et 2 ans les corticales, les cartilages. On parlait de l'amélioration des tissus. La différenciation adaptée au sport, à l'effort demandé. À quelle vitesse, en fait, le tissu va s'adapter à l'effort qu'on va demander au cheval? Voilà, par exemple, vous faites des biopsies musculaires dans le glutéo-fémoral, vous apercevez qu'au bout de 4-5 mois d'entraînement, vous avez une différenciation de vénules, d'artérioles en profondeur pour alimenter et nettoyer le muscle qui a travaillé, quoi. Hein. Ça, c'est les travaux de Straub en Suisse. Donc, vous différenciez, votre corticale va durcir, votre corticale osseuse va être de meilleure qualité en densimétrie. Donc ça, c'est du travail de longue haleine. Si vous brûlez les étapes, hein, vous avez de fortes chances de le blesser. L'entraînement, c'est une somme de stress physique et psychique qu'on inculque à un organisme, à un athlète, en vue de l'améliorer. Si vous en mettez trop, vous le blessez ou vous le dégoûtez. Si vous en mettez pas assez, vous ne l'améliorez pas. Donc vous voyez, c'est vraiment du travail de funambule. Comment est-ce qu'on sait qu'on est dans le plus ou moins dans le juste? C'est peut-être la question de tous les jours, finalement. Oui, alors, celui qui veut vraiment s'attacher à le quantifier, il faut faire un effort standard, avec par exemple une fréquence cardiaque de repos, une fréquence cardiaque de travail prise par exemple en haut d'un col ou en haut d'une côte, ou après tant de tours de piste à telle vitesse, et puis une fréquence cardiaque de récupération. C'est ce qu'on appelle le chapeau cardiaque. Okay. Hein. Par exemple, un cheval au trot comme Idéal de Gazo, qui ne courait jamais à Vincennes, travaillait en Normandie sur la piste à André Oliveau. Et quand c'était Sylvestre à l'époque qui avait commencé ce travail-là, quand son chapeau cardiaque était exactement en coïncidence avec celui quand il avait gagné le prix d'Amérique, il pouvait aller à Vincennes et il gagnait. D'accord. Mais vous dites que vous n'utilisez pas de cardio embarqué, alors? Non, mais avec mon stéto. Hein, voilà, oui. D'accord. D'ailleurs, je me rappelle avoir écrit à Louis Chardon de la Bitarelle pour essayer de voir s'il n'y avait pas un champion dans sa production. Comme ses chevaux étaient d'origine similaire, parce qu'il avait acheté des juments d'un oasis tunisien au début des années 50, hein, qui transhumaient avec ses chevaux. Donc ils avaient le même mode d'élevage. Je l'avais convoqué. Enfin, il m'avait convoqué puisqu'il vivait sous la tente à une station hydraulique dans l'Ardèche, et il m'avait préparé un parcours de 20 km qu'on a fait 2 fois. Donc on prenait des fréquences cardiaques au repos. En haut d'un col, j'avais été aidé avec Jean de Châtillon, Pierre Courtel, enfin Jacques David, on était toute une équipe, donc on prenait les fréquences des chevaux à l'arrivée et 10 minutes après. Eh bien vous me croirez si vous voulez, c'était tous pareils. Tous les chevaux? Oui. Genre plus ou moins... pratiquement du copier-coller entre tous. Wow. Vous prépariez une échéance particulière quand vous avez fait ça? Non, c'était simplement pour voir si dans un troupeau de chevaux comme ça, élevés dans les mêmes conditions, de compétences sportives identiques, puisque d'âge identique, ayant vécu dans le même milieu, l'effet milieu étant le même, et vous voyez, j'avais un champion. Wow. Eh bien, j'avais 6 champions.
Ok. Est-ce que vous élevez un petit peu, vous? Ah oui, j'ai commencé par là. C'est mon ami Georges Vandal qui m'avait un peu initié. Il m'avait dit, si tu veux des bons chevaux, déjà plutôt que d'aller acheter comme ça des chevaux de fortune. Enfin, j'étais quand même un des premiers à acheter des Persik en Cévennes. Hein, je voyageais partout. Ouais. Et j'essayais de trouver l'oiseau rare. Donc mes premiers poulains sont nés en 87. Hein, j'ai eu la chance qu'ils ont fait tous les 360 km, le championnat de France et tout. Wow. Et puis j'ai gardé à leur production Vague du Temple, Persik et Diti. Et puis les deux autres, c'était parti dans le golf. Deux Persik, un Sirocco-Sky, mère Persik. C'était mes Vareg, Vauréens et Vague. C'est mes 3 premiers poulains, 1987. Et après, j'ai gardé au Hara mes meilleurs juments, hein, en fin de carrière, Movoska, Vague. Quand j'ai vendu Farida, j'ai été acheter Syracusa, qui était sa propre sœur, Persik d'Irdoba. Donc je suis parti sur Striptyque. Et puis j'ai quand même élevé 2 champions d'Europe, Couronne et l'ULM, hein, qui a gagné aussi Compiègne, 160, Sacha El Kandahar, parce que j'ai pas d'affixe. Je mets que le nom du père. D'accord. Là, le très bon cheval, je considère qu'il a presque gagné le championnat d'Europe des jeunes, Bolchoï Alakim, est né à la maison aussi. Et puis plein d'autres bons chevaux qui ont été commercialisés, Baïkal, Océan El Daman, Baïkal El Milora, enfin beaucoup. Alors la génétique est hyper importante dans la construction d'un cheval. Alors évidemment, hein, comme on dit, hein, les chiens font pas des chats. Mon grand-père me disait toujours, mon petit gars, les bons chevaux font des bons chevaux, mais les cracks sortent de nulle part, trouve-le. Bon courage. Voilà. Et donc la génétique, mais en réfléchissant, je me dis quand même, vous vous rendez compte, nos chevaux atteignent leur apogée entre 10 ans et 14 ans. Vous voyez l'effet milieu. La rencontre. Faut attendre. La rencontre entre un entraîneur imbécile, un maréchal ferrant assassin, un vétérinaire. Hein. Je me rappelle de Paul Gélin, interviewé pour la télévision sur la carrière du crack Tidalium Pello. Il demande à Paul Gélin, qu'est-ce que vous avez vu de principale qualité c'est ce cheval? Il a résisté au vétérinaire. Vous voyez l'humilité du gars. Alors, l'effet milieu, il est considérable. L'alimentation, l'élevage, le mode de vie, le débourrage, les entraînements, et puis échapper aux accidents déjà, échapper à la maladie, échapper... l'effet milieu est considérable. La génétique chez nous, finalement, elle a été contenue dans très peu de vases. Hein. Vous voyez bien, Persik a déjà accumulé autour de lui beaucoup de paires, hein, beaucoup d'étalons en lignée dure. Après, elle s'est résumée quand même J'ai trouvé génial l'idée de François Adjé d'ouvrir un studbook de DSA, de demi-sang arabe, parce que moi j'ai démarré beaucoup avec des croisés arabes trotteurs. J'ai démarré à monter un cheval à 10 ans dans les écuries de trotteurs. D'ailleurs, j'ai jamais pris un cours d'équitation, mais j'ai travaillé comme palefrenier là de toutes mes vacances. Et donc, ce DSA, à mon avis, d'ailleurs, il y a eu des très bons chevaux, Secret de mon cœur, enfin bon, on va pas tous les citer. Mais l'effet génétique, vous vous rendez compte, il faut quand même offrir à un étalon pour qu'il puisse sortir une grande quantité de juments, autrement il a no chance. Hein. J'étais le premier par exemple à rechercher des produits de Zulus. J'en avais acheté un pour ma femme, Zulus Dessin, j'ai acheté Zoumaï, j'ai utilisé ULM de Domaine Joie, il avait 6 ans. Donc, il était griffère. Hein. Et donc... ce cheval-là, il est resté combien de temps en France? 2 ans au Haras National. Vous vous rendez compte s'il était resté plus longtemps? Maintenant, ce croisement Zulus-Persik qu'on appelle le Golden Cross. Ouais. Arzeux, je vous dirais la même chose d'Arzeux. Vous voulez dire que la production du cheval va dire aussi... oui, un monogame, il n'a pas beaucoup de chance de voir son produit finir gagner Florac. Évidemment. Hein, regardez, qui a lancé Persik? C'est Denis, il pèse, des gars comme ça, hein, puisque Crimpolis a gagné, Melfénic a gagné, après ça a surfé sur cette... Moi j'avais ramené un croisé trotteur qui s'appelait Loustic, c'est avec lui que j'ai gagné ma première 160. Ah oui. Un croisé trotteur? Oui, okay. Qui était né en sortant de Florac à la salle Prunay. Est-ce que le croisement justement du cheval d'endurance est intéressant pour performer? Alors maintenant, on peut dire quand même qu'on s'est confiné dans le pur sang arabe, quoi, hein, parce que d'abord on a une grande palette. Hein. Vous avez toutes les souches de pur sang
arabes en France. Vous avez les Arabes conservés du Maghreb qui servaient à la remonte militaire. Le Haras Sidi Tabès en Tunisie, on est l'exemple Jean Delot qui avait ramené des chevaux du Maroc comme or, de Tunisie énormément. Vous avez les Arabes de course, qui ont eu quand même une influence. Un cheval comme Tidjani, on peut dire quand même qu'il a quand même amélioré certaines lignées tunisiennes. Vous avez des Arabes espagnols, vous avez des Arabes polonais, russes, vous avez des Arabes égyptiens. Un cheval comme Faouzan, il a quand même fait des bons chevaux, les cadeaux justement au président. Donc on a toute cette palette déjà de pur sang arabe avec toutes ces lignées. Et puis en croisement, l'anglo c'est quand même un cheval un peu plus compliqué à gérer, mais dans ces souches de vague par exemple, j'avais acheté une jument qui sortait de chez Jean Delot. Kershaw avait été livré à un pur sang anglais, c'est fou, pour le type qu'on considérait comme le diamantaire du pur sang arabe, et il avait fait une anglo à 50 qui ressaillait de Daman, il a fait une jument qui s'appelle Titi, que j'avais acheté dans un ranch western, vous voyez le truc. Elle a fait des gagnants de 160, elle a fait donc Vague, elle a fait Éclair Armor, Caser Armor chez Yvon Olivier, qui étaient des champions, quoi. Donc vous voulez dire qu'aujourd'hui, la palette étalon arabe nous permet quand même de retrouver suffisamment de qualité Oui. En fonction de la jument, si vous avez une jument avec une plus grosse structure, vous pouvez aller sur de l'oriental. Si vous avez une jument un peu plus légère, vous pouvez aller sur un croisé course ou sur des jeans lotois, des chevaux comme ça qui sont un peu plus trapus. Vous voyez bien aller regarder, par exemple, les chevaux que fait Christian Quette, c'est quand même des chevaux établis dans le modèle. Après, il y a d'autres étalonniers qui marchent aussi bien. Moi, maintenant, mes 2 juments, elles sont dans le Nord chez Sébastien Deneuve. Bécam de Piboule, c'est un cheval qui reproduit très bien aussi. D'accord. D'après vous, qu'est-ce qui serait le plus important à suivre dans la croissance d'un cheval d'endurance ? D'abord, un cheval d'endurance, c'est une croissance lente. Il n'a pas d'objectif de course à 2 ans ou à 3 ans comme les pur sang anglais ou arabes. Vous voyez bien, il fait 20 km à 4 ans. Moi, je les faisais encore à 50 ans. Donc, il n'a pas d'objectif court. Donc, on peut lui laisser le temps de grandir, de s'établir. Ça se voit quand même assez vite, les chevaux qui se soudent. Vous avez des chevaux qui sont précoces, d'autres qui sont un peu plus tardifs, bien évidemment, en fonction de leur squelette, en fonction de leur taille, en fonction de leur volume. Donc lui laisser quand même, c'est ce qui faisait un peu c'est la philosophie un peu de Persiclande, vous voyez, qui étaient des terres un peu, disons, un peu plus primaires, donc calcaire et tout. Les chevaux ont des grandes étendues et ont une croissance qui est plus lente. Si vous êtes dans des herbages, si vous élevez des pur sang arabe, par exemple, c'est chez Bastien Deneuve dans le Nord, il va vous faire des chevaux beaucoup plus vite, quoi. D'accord. Donc d'après vous, il faudrait plutôt attendre en fait qu'il grandisse, ce cheval d'endurance. Oui, mais je pense quand même, fin d'année de 4 ans, à Uzès, on a déjà des chevaux qui sont capables, à mon avis, ils seraient capables de faire 60 km. D'accord. Moi, je serais pour rallonger les distances. Je pense qu'à 4 ans, faire 65 ans, 90. D'ailleurs, c'est ce qu'il faisait dans le temps. Quand j'ai acheté Namouk de Ducor à Denis Le Tart, qui a gagné mon cul, que j'ai vendu à Tarek Taher, il avait fait 90 km. C'était limité à 17 à l'heure, c'est tout. Vous voyez, à 5 ans. Et à 6 ans, faire 120. À 6 ans et demi. On est au mois d'octobre. D'ailleurs, souvent, ils refont à une étoile derrière. Moi, l'année dernière, mon 6 ans, il a fait une étoile à Durance en fin d'année. Je crois que vous appréciez particulièrement la course de Montcuq. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette course ? La course de Montcuq, oui, parce que c'est plus difficile de monter une course sur 2 jours qu'une course d'un jour. Une course d'un jour, vous prenez tout de suite le pouls de la course, c'est le cas de le dire. Vous voyez comment vous passez les vêtements, vous voyez si vous êtes dans le coup ou pas. Ça se dessine devant vous. Une course sur 2 jours, d'abord, il faut économiser de l'essence. Et à Montcuq, comme il n'y a pas d'aiguille entre les 2 oreilles, il vaut mieux avoir un peu plus d'une demi-réservoir parce que le 2e jour est quand même beaucoup plus difficultueux que le premier. Donc, c'est des courses qui laissent plus parler la raison. Une course comme Montcuq, en plus, elle se court en aveugle, puisque vous voyez bien qu'il y a une mass start le 2e jour
Donc on ne sait jamais trop où on en est. Donc ça met un peu de piment dans l'affaire. Hein. Je me rappelle avoir gagné une année parce que sa roue l'avait coincé, mais très 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 près de l'arrivée, alors qu'il avait 7 minutes 30 d'avance le premier jour. Il est arrivé 11 minutes derrière moi le deuxième jour. Pareil, quand Jean-Michel Grimal avait monté Grand Sultan, il était à la lutte avec la cavalière d'Yvon Olivier. C'est pareil, j'ai gagné un coup de mon cul de 3 secondes devant René Lorcoche avec l'œil bleu. Et 9 secondes le troisième. Horace Bonin avec Flamenco de Messé. Donc, vous voyez, c'est une course qui peut être âpre. Et puis surtout, vous avez vraiment du suspense jusqu'au bout. Hein. Vraiment, des fois, il faut secouer le réservoir. Hein. Vous arrivez sur les dernières lignes de crête, là, vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup d'essence dans le moteur. Hein. Donc c'est vraiment une course de raison. Puis on est fiers à Montcuq de terminer parce qu'on n'a pas toujours entre les jambes. Je pense que je dois avoir une 15 classements. Je l'ai gagné 2 fois. Je dois avoir peut-être 10-12 top 10. Hein. Voilà. C'est déjà pas mal. Oui, sur cette course-là, c'est pas mal. Ouais. Et oui, l'autre jour d'ailleurs, il parlait des gold, vous savez, pour les élites, là, il y a gold, silver et bronze maintenant. Gold, c'est plus de 30, 3 étoiles. J'ai fait mon compte avant de perdre la mémoire. J'en ai fait 76. 76 3 étoiles. 3 étoiles, ok. Qu'est-ce que vous pourriez dire à une cavalière comme moi, qui suis amatrice? Comment est-ce que je peux progresser, on va dire, pour vous allez progresser quand vous allez tomber sur un bon cheval. Parce que c'est le cheval qui va vous montrer que ça, c'est possible. Voyez, moi, j'ai rentré, on ne peut pas dire que des champions. Hein. Et il y en a quelques-uns qui m'ont appris à courir à pied. Enfin, je le faisais volontiers, alors ça ne me dérangeait pas beaucoup. Mais non, c'est le champion, hein, celui qui a l'étincelle, qui va vous faire une dernière étape brillante. Puis il va vous l'apprendre, il vous forcera à l'apprendre. Parce que si vous êtes à la lune dans un paquet, vous n'allez pas ressortir par l'arrière sur une dernière étape. Donc si vous arrivez jusqu'au bout, à Montpazier, à Montcuq, ben vous saurez que le coup d'après, c'est possible, c'est faisable. Hein. La première fois que mon épouse a fait randonnée à Florac, elle m'a détesté. Pourquoi? Elle m'a dit jamais je courrai là. Mais elle l'a bien couru parce qu'elle voyait le sol. Elle disait c'est pas possible de faire courir un cheval là pendant 160 km. Eh bien si, puis ça se fait tous les ans depuis. Je voulais revenir rapidement sur votre expérience d'entraîneur pour le Cheikh Mohammed. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que aujourd'hui vous retenez de cette expérience? D'abord, ça m'a rapporté un peu d'argent. Il faut dire les choses comme elles sont. Et à mes entraîneurs aussi, je suppose. D'abord, l'amitié de Cheikh Mohammed, puisqu'on a le même âge quasiment. Il m'a toujours considéré jamais comme un salarié ou un travailleur, toujours vraiment comme un ami, une hospitalité de prince arabe à la hauteur de sa noblesse finalement et de sa gentillesse. Jamais je ne l'ai vu enguirlander un Pakistanais ou un Indien qui tenait un cheval. Je me rappelle le premier Compiègne en 2000 qui le sponsorisait. Il n'avait pas son accréditation, il s'est fait refouler. Jamais il n'a pas dit vous savez qui je suis. Il a reculé, il est parti. Quelqu'un qui cherchait pas de conflit, quelqu'un de très noble. Donc sa confiance, son amitié, même encore quand on se voit, on se parle pas beaucoup, mais il suffit. Et puis les efforts aussi qu'il a fait pour y arriver, parce que ça lui a coûté. Hein. Après, quand même, la gentillesse de tous ces entraîneurs qui tournaient autour de moi, qui partaient en voyage. On partait en Espagne, tout d'accord. Non, on change, on va en Italie. Hop, ils faisaient demi-tour avec les vents. Enfin bon, on était au bout un peu du caprice. Hein. Et puis, il y avait quand même aussi un éventail de chevaux. On ne fait pas toujours les bons choix, les bons achats, donc on apprend, hein, voyez-vous. Il y a des chevaux qui nous ont surpris dans le bon sens, d'autres dans le mauvais. Donc c'est toujours pareil dans les chevaux. Hein. Plus on embrasse, plus on apprend. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un cheval qui vous a particulièrement marqué? Si j'avais en cité un, c'est celui qui est né chez moi. Hein. Je l'ai appelé Grand Sultan parce que c'était le nom du champion du monde. Il était vraiment moche, hein, je vous le dis tout de suite. Mais faire durer ce cheval-là qui faisait 1m68, 535 kg l'hiver, 518, 522. Par exemple, ça, c'est un truc auquel j'attache beaucoup d'importance. Le poids de forme. D'ailleurs, j'ai une balance chez moi. Donc, vous voyez, faire durer ce cheval-là, qui avait pourtant pas des bons boulets, aussi longtemps.
puis avoir fait plaisir à différents cavaliers avec, dont Jean-Michel Grimal. C'est surtout ça aussi qui m'a fait beaucoup plaisir. De transmettre, de faire monter des jeunes. Vous voyez, maintenant, c'est Nicolas Ballarin qui monte mon cheval. Laetitia Goncalves, Grégoire Tilquin, côté champion de France. Franchement, ça me fait presque plus plaisir que si c'était moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez qui évolue dans l'endurance aujourd'hui ? Ce labyrinthe de réglementation me paraît bien tortueux pour pas grand-chose comme résultat, puisque les gens qui en sont à l'origine, les principaux fautifs, se sont édulcorés de cette affaire en ne courant que des CEN. Donc finalement, on paye au niveau réglementation pour des erreurs qu'on n'a pas commises, entre guillemets. Hein. Donc peut-être revoir un peu ça, et puis surtout aussi mettre l'accent sur ce que vous citiez tout à l'heure, que vous rappeliez que quand même on avait été à l'origine d'une plainte pour l'abolition de la discipline au tribunal d'instance de Niort, hein, en 1989 si je me souviens bien. On a eu quand même une commission rogatoire sur la course de Florac avec un juge d'instance et puis les pouvoirs de police, la gendarmerie qui a suivi toute la course. On avait eu une réflexion, on s'était réunis tous les concurrents avec le staff, les jurys, tout la veille au château, en disant, on avait une idée lumineuse, je ne sais pas qui l'avait eu, mais c'était lumineux, il n'y aura pas de chevaux éliminés. Okay. C'est le seul Florac où il n'y a eu aucune élimination. Comment vous avez fait ? Eh bien, les chevaux qui étaient éliminés, ils repartaient 2 km après, ils s'arrêtaient et le gars chargeait. Donc il ne le savait pas quoi. Il abandonnait sur la piste. Ah, ok. Je me rappelle être passé à Drigas, il y avait Gaston Mercier avec son rang qui attendait, qui chargeait. Comment est-ce que ça a pu arriver en fait qu'il y ait 3 chevaux qui meurent sur la piste à Florac cette année-là ? C'était des erreurs. Le problème à cette époque-là, déjà vous aviez un très mauvais système de qualification. Il y avait des chevaux qui arrivaient pratiquement de randonnée. Alors vous vous rendez compte, il y avait quand même un cheval comme Percy qui se tapait des 130 km à 18 à l'heure. Hein. C'est quand même vraiment rapide vu le dénivelé et le sol. Donc là-dedans, dans cette fournaise, il y a des chevaux. En plus, les vétérinaires étaient quand même moins informés, peut-être un peu moins sévères aussi. Enfin bon, tout allait un peu à volo. Les traitants, c'était pas mis en place comme c'est mis maintenant. Et puis ça va vite, hein, une pathologie de déshydratation et tout. Il suffit d'un mauvais transport dans la foulée et puis voilà quoi. D'accord. Alors là, évidemment, maintenant, hein, vous avez vu avec quelle vivacité toutes ces associations de protection des animaux s'emparent des problèmes, même quand il n'y en a pas. Même quand il n'y en a pas, vous avez les horse abuse et ainsi de suite sur les terrains de CSO. Vous savez, nous, il y a quelques informations. Il ne faut pas que ça arrive à leurs oreilles, hein, parce que si ça arrive à leurs oreilles un jour, on les aura en face de nous. Bien sûr. Et du coup, suite à la venue de la gendarmerie sur la course, qu'est-ce qui s'était passé ? Ben rien, finalement. Comme il n'y a eu aucun drame sur cette course-là, elle a été très très bien arbitrée. Finalement, les chevaux sont sortis tous impeccables. Il y a juste une altercation entre Philippe Bernardo et la gendarmerie qui voulait prendre des photos ou faire des prises de sang, des trucs. Parce qu'après, vous leur faites dire ce que vous voulez. Hein. Si vous prenez une photo au hasard d'un gars qui tire un cheval au bout d'une longe en disant qu'il est surmené, vous faites passer le message que vous voulez. Et puis, bon, il y a eu des garde-fous fédéraux, interdiction des éperons, de la cravache. Vous voyez bien, il y a eu quand même... Maintenant, franchement, il faut évoluer dans ce sens-là du bien-être du cheval. Hein. On est tous concernés. Hein. Autrement, on finira par jouer à la pétanque. Hein. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose ? Ben non, je crois qu'on a fait le tour. C'était bien sympathique. Vos questions sont pertinentes. Et puis, super. Et voilà, on a résumé à peu près 40 ans. Quoi. 40 ans. Ok, ouais. C'était un bon défi. Est-ce que vous voudriez écouter quelqu'un dans ce podcast ? Alors, si je voudrais écouter quelqu'un, c'est difficile, je réfléchis. Il y a trop de gens en fait. Comment ? Il y a trop de personnes. C'est-à-dire, de ma génération, vous voyez bien, les gars sont un petit peu hors circuit maintenant. Hein. Peut-être si, quand même une écurie que je trouve qui va dans ce sens-là, qui est super bien menée, qui est super élégante, c'est l'écurie Blue Ride avec Angel Lazès et Virginie Adjé. Je pense que franchement, dans l'héritage, c'est pas rien.
Ok, super. Merci beaucoup pour votre temps. Mais merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Et voilà, vous êtes arrivés à la fin de ce 4e épisode. J'espère qu'il vous aura plu autant que moi j'ai apprécié écouter Jacques Bégaud nous parler d'endurance. Depuis peu, j'ai mis en place ce qu'on appelle un Tipeee qui vous permet de soutenir les créateurs de contenu comme moi. Créer un podcast a un certain coût, notamment dans la diffusion des épisodes sur internet, dans mes déplacements également, et j'aimerais pouvoir vous proposer plus de contenu de meilleure qualité et pendant très longtemps. Pour cela, vous pouvez me soutenir via la plateforme Tipeee du montant que vous souhaitez. Évidemment, cette plateforme est totalement sécurisée. Vous pouvez y participer du montant que vous voulez et le prélèvement se fait uniquement lorsque je publie des épisodes. Je souhaiterais vous proposer 10 épisodes de podcast par an. J'aimerais également dans l'avenir vous proposer du contenu vidéo, mais pour cela, il faut que je m'équipe un petit peu. Sinon, vous pouvez continuer à soutenir le podcast en partageant cet épisode ou en nous suivant sur les réseaux sociaux Instagram ou Facebook. À très bientôt pour un prochain épisode ou sur une course d'endurance.